Il y a bien longtemps, dans une mer lointaine, très lointaine, située par-delà les colonnes d'Héraclès, existait une île-continent qui, à l'époque du partage de la terre, fut donnée au roi des océans, Poséidon. En ce temps-là, Poséidon s'était uni à la nymphe Clito et avait eu de cette dernière plus de 5 paires de jumeaux, dont l'aîné, Atlas, fut nommé roi. Atlas, au lieu de régner sur cet immense empire seul, décida de partager son empire avec ses frères et fonda plus de 10 royaumes. Au centre de ces 10 royaumes, son propre royaume, le plus riche et le plus fastueux de l'Atlantide. Car oui, à présent, ce continent portait le nom d'Atlantide et ses habitants s'appelèrent les Atlantes. C'était une terre fort riche, dotée de terres fertiles, de forêts luxuriantes peuplées d'animaux fantastiques, éléphants, singes et même peut-être girafes, et qui, en plus de tout cela, disposait de minerais fort rares, or, pierres précieuses, argent, mais surtout le mystérieux orichalque. Les Atlantes étaient en plus de cela gouvernés par des monarques fort aimables et surtout fort justes. Les descendants de ces monarques formèrent l'aristocratie atlante et elle se perpétua longtemps. Enfin, ces derniers étaient pieux et remercièrent pendant des siècles et des siècles leur fondateur Poséidon en sacrifiant tous les 6 ans le plus beau taureau de leurs riches élevages. Mais progressivement, cette civilisation tomba dans l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil. La richesse ne suffisait plus à satisfaire la population atlante, qui poussèrent leurs aristocrates à faire la guerre aux autres peuples connus. Ces aristocrates, qui commençaient à former une oligarchie, un petit groupe de personnes cherchant à protéger ses intérêts, par démagogie, flattèrent la population et acceptèrent de mener ces guerres. Et c'est ainsi qu'ils partirent à la conquête de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Rien ne semblait pouvoir les arrêter, si ce n'est une petite cité du nom d'Athènes, qui à l'époque était fort bien menée. Les Athéniens, bien qu'inférieurs en nombre, réussirent à repousser l'invasion des Atlantes. Et par-dessus ce malheur, les Atlantes furent frappés par la colère de Zeus. En effet, Zeus n'aime pas voir le chaos mis sur le cosmos. Et Zeus ne supporte pas l'hubris des hommes. Et il punit les Atlantes en les infligeant d'un immense tremblement de terre qui souleva les océans et engloutit à jamais cette civilisation. Voilà à peu près le mythe de l'Atlantide qui nous est raconté par Platon dans le Timée et le Critias, qui sont 2 ouvrages politiques écrits après son ouvrage majeur qui est La République. Alors, dans ce mythe, il y a plein d'éléments que je vais à présent vous commenter. Tout d'abord, il faut savoir que ce mythe a un objectif, c'est d'amener une morale à l'auditoire. La morale, elle est fort simple. On a une morale politique. L'idéal pour une monarchie, c'est de partager le pouvoir, d'autant plus quand il y a des jeunes frères. Et Atlas, le premier roi des Atlantes, ne s'y est pas trompé et a permis ainsi à son empire de ne jamais sombrer dans les guerres en partageant son territoire. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a une leçon pour l'aristocratie. Les descendants de ces monarques, qui deviennent ainsi une classe aristocratique, doit être méritante et doit appliquer une bonne gouvernance, non pas pour ses intérêts, non pas pour flatter le peuple, mais pour le bien commun. Et lorsque cette aristocratie délègue du pouvoir au peuple, donc tombe dans une démocratie, elle ne doit surtout pas tomber dans la démagogie, c'est-à-dire le fait de flatter les égos de la foule et de lui donner ce qu'elle souhaite plutôt que lui donner ce qu'elle a besoin. Cette leçon politique, elle est donnée à la cité d'Athènes, qui à l'époque a connu une évolution assez similaire, et j'y reviendrai juste après. Ensuite, il y a une leçon morale. Il ne faut jamais
mais jamais, jamais, et c'est quasiment tous les mythes grecs qui sont d'accord avec ça, sombrer dans l'hubris, dans ce que les chrétiens appellent le péché d'orgueil. En effet, l'homme doit se satisfaire de ce qu'il a, d'autant plus quand ce qu'il a est précieux. Et il ne doit pas s'en vanter, il ne doit pas en tirer orgueil, et surtout chercher à s'élever au-dessus de sa propre condition. Les Atlantes avaient déjà tout ce qu'il leur fallait. Pourquoi eurent-ils besoin de partir à la conquête de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, c'est-à-dire du monde entier. Et donc, quand l'homme essaye de s'élever, eh bien le monde, le cosmos, lui rappelle qu'il n'est qu'un homme et qu'il est mortel. C'est valable pour une personne, c'est valable pour une civilisation. Et c'est pour ça que Zeus, qui incarne les forces du cosmos, qui est le gardien de ce cosmos, a détruit les Atlantes par un immense tremblement de terre, et que cette civilisation a complètement disparu. Donc voilà, à peu de choses près, la leçon que donne Platon dans le Timée et dans Chrysias à travers ce mythe de l'Atlantide. Et il le donne à une époque où Athènes a connu, en effet, d'abord des guerres justes, puisque c'est elle qui a protégé le monde grec face aux Perses, à l'Empire perse immense, et qui l'a battu à Salamine. Ensuite, c'est elle qui, progressivement, d'une bonne gouvernance, est tombée dans un système démocratique démagogique, où les aristocrates, qui forment une sorte d'oligarchie de riches propriétaires, vont servir les intérêts de la population et vont se laisser emporter dans des guerres injustes, et notamment l'exemple parfait pour Platon, c'est l'expédition de Sicile qui a été dirigée pour satisfaire les ambitions de quelques aristocrates qui s'appuyaient sur le désir de richesse insatiable de la population athénienne. Donc ça, c'est une leçon que les Athéniens pouvaient fort bien comprendre, et c'est une leçon qu'il leur donne en leur disant « Regardez, suite à cela, Athènes a été vaincue pendant la guerre du Péloponnèse, donc Athènes a connu un cataclysme, elle a failli être détruite comme les Atlantes, mais la chance des Athéniens, c'est qu'ils n'ont pas disparu, ils existent encore, et ils sont en train de reproduire les erreurs du passé. Car à l'époque où Platon écrit, on est au début du IVe siècle, Athènes commence à refonder son empire thalassocratique et risque de retomber dans ses déboires d'antan. Et donc Platon est en train de donner un conseil à ses compatriotes. Alors, la question que l'on cherche à savoir à travers cette leçon, c'est si ce mythe de l'Atlantide est vrai. Est-ce qu'il se base sur une réalité? Alors, tout d'abord, il faut prendre des éléments géographiques qui sont donnés dans le mythe de Platon. En effet, Platon va choisir d'appeler cette île-continent l'Atlantide, du nom du premier roi Atlas. Or, la seule fois où on mentionne ce nom avant cela, avant lui, dans les textes grecs, c'est avec Hérodote, qui explique dans sa géographie que à l'ouest du continent africain, au nord-ouest, il y a les monts Atlas, du nom du titan qui porte la voûte céleste, et qu'après cela, il y a l'océan, une mer inconnue que les Grecs n'ont jamais explorée. Territoire parfait pour situer un mythe. Et il va choisir de l'appeler du nom des montagnes qui sont pas loin des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, l'Atlantide. En plus de cela, il situe cet empire dans une zone où déjà les Grecs attribuent plein de mythes et plein de richesses. Notamment, on sait que, et je vous invite à regarder la vidéo sur la fondation de Massalia, que les Phocéens et les Ioniens ont exploré un petit peu la Méditerranée occidentale, sont entrés en contact avec le royaume de Tartessos, donc ce royaume situé en Andalousie actuelle, qui était lui aussi très riche. Et aussi, on sait que c'est par le détroit de Gibraltar qu'arrivait la route de l'étain, un métal très précieux qui rentre dans l'alliage du bronze et qui pourrait correspondre finalement à l'orichalque. Donc d'un point de vue géographique, Platon a situé le mythe dans un territoire où les Grecs ne pourront pas vérifier son mythe, première chose, et où cela va sembler vraisemblable qu'un tel empire ait existé. Et ensuite, il va donner des dates. Il va dire, voilà, cet empire a existé 9000 ans avant le règne de Solon, qui a lui-même régné en 570 avant notre ère.
Donc, il y a très longtemps, dans une époque où personne peut vérifier si cela est vrai ou faux. Donc ça, c'est un des aspects. Alors, ça, c'est pour les aspects géographiques. En plus de cela, il nous dit qu'au nord, il y a le royaume des Cimmériens, qui sont connus. Les Cimmériens, finalement, ce sont les Scythes. Ils sont proches des peuples de Sibérie. Donc, au nord, c'est le nord de l'Europe. Et puis, au sud, il nous dit, c'est le jardin des Hespérides et l'île des Bienheureux, qui sont des îles très prospères et luxuriantes, situées plutôt du côté de l'Afrique. Alors, cet immense empire, il nous le décrit et il va se baser sur des récits oraux qui, à son époque, devaient encore exister. D'abord, et ça c'est l'archéologie, il y a eu des thèses qui ont été émises au sujet de l'Atlantide. On a cherché à savoir si l'Atlantide avait existé, et notamment au niveau du détroit de Gibraltar. Et apparemment, en effet, il y a des petites îles pas très loin du détroit de Gibraltar qui auraient été englouties à 40 mètres sous les flots et qui autrefois étaient très probablement peuplées. Mais c'était au temps préhistorique et peut-être que le récit de la destruction de ces îles serait arrivé jusqu'au monde grec, ce qui est assez peu probable. Par contre, il y a un événement beaucoup plus proche des civilisations grecques qui a eu lieu non pas au niveau des colonnes d'Héraclès, mais en plein cœur de la Méditerranée et même en plein cœur des Cyclades, une catastrophe naturelle, c'est la destruction de l'île de Santorin. Donc Santorin, c'est une île qui est au sud des Cyclades, juste au nord de la Crète, qui existe encore aujourd'hui, et qui a connu plusieurs tremblements de terre qui ont amené à des éruptions volcaniques. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette île, et après je vais revenir au mythe de l'Atlantide. Donc en effet, cette île de Santorin, qui a été fouillée par Spyridon Marinatos dans les années 70, et cet archéologue a mis au jour une cité qui a été complètement détruite justement par une éruption volcanique, une Pompéi des Cyclades, c'est ainsi qu'on l'avait appelée à l'époque, et elle est donc au sud de l'île, et on a trouvé que celle-ci, mais très probablement sur l'île, qui était plus grande à l'époque, il y avait d'autres cités. C'était une cité très riche, et qui a été détruite par une éruption entre 1650 avant notre ère et 1450. Donc on a une grande fourchette, en fait, très probablement, il y a eu plusieurs éruptions, et jusqu'à l'éruption finale qui a mené à vraiment la destruction de l'île et le fait que l'île va être abandonnée pendant une longue période. Avant cela, avant cette destruction, on le sait d'ailleurs, les îles volcaniques sont très fertiles et sont très riches. Et on a retrouvé des fresques montrant des jardins luxuriants, des singes, des roseaux, bref, une faune et une flore qui pourraient correspondre en partie aux descriptions de Platon. Alors, cette civilisation qui était donc sur le site, sur la ville d'Acrotiri, c'est le nom archéologique qui a été donné, puisque c'était l'ancien nom de l'île chez les Grecs, était reliée à la civilisation minoenne. Alors, ce n'était pas à proprement parler des Minoens, mais très probablement leur aristocratie était liée à l'aristocratie minoenne. Donc l'empire minoen, c'est un empire qui s'est développé en Crète entre le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, qui a connu énormément de fastes, qui a inventé plusieurs systèmes d'écriture, qui a développé le système palatial en Méditerranée, et qui était un grand relais commercial entre les grandes civilisations mésopotamiennes et égyptiennes et la Méditerranée. Et la Crète devait passer par ses voies commerciales par l'île d'Acrotiri, qui était la première île des Cyclades qu'elle rencontrait en montant vers le nord. Et cette île devait être un relais parfait pour toute la civilisation des Cyclades, pour le Péloponnèse et l'Attique, et la Crète et l'Asie mineure. Donc c'était vraiment une voie de passage extrêmement riche. Or, on sait par d'autres mythes et aussi par l'histoire que les Minoens ont fondé un empire thalassocratique extrêmement puissant qui s'est répandu dans les Cyclades et qui potentiellement aurait dominé l'Attique à une certaine période. Je ne vais pas vous faire le mythe de Thésée et du Minotaure, mais sachez que si vous vous intéressez à ce mythe, Thésée va affronter justement le Minotaure donc, sur l'île de Crète parce que Athènes est soumise à un tribut par les Minoens. Autre élément à récupérer de ce mythe de Thésée, c'est le culte que les Minoens vont vouer au Minotaure, au taureau, et donc par là même à Poséidon. Et on sait que les Atlantes, dans le mythe, eux aussi, font des sacrifices à Poséidon par le biais de taureaux. Donc on a un lien entre ces deux civilisations, sauf que Platon a peut-être changé le nom. Enfin, on sait que l'île de Santorin a été
en grande partie détruite par une immense éruption volcanique qui a été estimée comme étant assez puissante pour créer un raz-de-marée ayant atteint les côtes de la Crète et même du Péloponnèse. Or, la thalassocratie minoenne devait posséder une flotte très puissante qui était disposée à l'époque sur les plages, et notamment les plages du nord de la Crète. Très probablement, sa flotte a été détruite, le commerce des Minoens a été impacté par ce tremblement de terre qui a amené la destruction d'une de ses plus grandes alliées commerciales, Acrotiri, mais peut-être aussi de certaines villes et comptoirs commerciaux de la côte, sans compter sa flotte. Et on sait d'ailleurs, alors bon, les historiens ne sont pas trop d'accord, mais ça correspond à peu près, que l'Empire minoen commence à connaître des querelles, des guerres de succession internes, et aussi une invasion externe, à la même période, vers le XIVe siècle avant notre ère. Et d'ailleurs, ce sont les Mycéniens qui viennent du continent. Donc d'ailleurs, parmi ces Mycéniens, il y a les Athéniens, ceux qui fondent Athènes, et qui vont conquérir la Crète et imposer leur domination. Et de là, ils vont récupérer le système palatial des Minoens, et après, c'est la suite de l'histoire des Mycéniens, qui sont à l'origine aussi du mythe de Troie. Donc en fait, c'est un mythe historique de grand empire qui s'est effondré à cause, en partie, d'un événement naturel. Et Platon va dire que cet événement naturel a eu lieu à cause de leur hubris. Voilà. Donc, ce mythe, même si peut-être que Acrotiri n'est pas l'Atlantide, puisque ça ne correspond pas à tous les critères qui sont mentionnés dans l'Atlantide, de toute manière, c'est pas assez grand et c'est pas situé au bon endroit, ça pourrait être une des sources d'inspiration du mythe. Alors, ce qu'il faut retenir avec ce mythe de l'Atlantide, c'est qu'il est assez difficile d'essayer d'identifier une Atlantide. Il y a plusieurs Atlantides historiques. Et chercher absolument à trouver une réalité historique au mythe, c'est s'exposer à des déboires assez malheureux en histoire. D'abord, au mieux, on va essayer de faire correspondre les sources archéologiques que l'on trouve à un mythe, à un texte, en disant « mais oui, c'est ça, j'ai trouvé l'Atlantide ». C'est ce qu'a fait Spyridon Marinatos, notamment, ou ce qu'ont fait d'autres archéologues et d'autres aussi théoriciens un petit peu fumeux qui vont situer l'Atlantide carrément en Amérique, en disant « ben voilà, ce sont les grandes civilisations qui existaient là-bas à cette époque ». Alors à quelle époque et qui ont eux aussi des mythes de déluge et de destruction. Ou pire, dans un cas un peu plus grave, on va appuyer des idéologies néfastes à partir du mythe. Et c'est ce qu'ont fait notamment les nationalistes scandinaves et allemands de la fin du 19e et du début du 20e, qui ont voulu situer l'Atlantide justement sur des îles englouties de la mer Baltique ou de la mer du Nord. Et au final, ça a abouti à des théories à l'époque nazie, où carrément, les Atlantes font partie avec les Hyperboréens et d'autres peuples, et les Cimériens, et enfin les Ariens, de ce qu'on appelle les peuples primaires, les peuples originaux, qui sont destinés à régner sur l'ensemble de la Terre. Ça va même plus loin parce que, dans les théories nazies, les peuples de la mer qui ont déferlé sur l'Égypte, qui ont déferlé sur la Grèce, justement après les Minoens et les Mycéniens, si ce n'est les Mycéniens eux-mêmes, en fait, finalement. Donc je ne vais pas parler des peuples de la mer maintenant, mais sachez qu'il y a un mythe de peuples venus de la mer, de guerriers ayant annexé et détruit des civilisations autour du XIe et du IXe siècle avant notre ère. Et parmi eux, on a notamment les Philistins. On dit d'ailleurs que les Philistins sont des peuples qui descendent des peuples de la mer. Or, selon certaines théories ariennes, nazies, ce sont en fait des Ariens venus des mers du Nord, qui sont passés par Gibraltar, comme plus tard les Vikings, c'est carrément ça qu'ils disent, et qui sont arrivés dans ces régions, qui ont mis un petit peu le boxon, et qui finalement se sont installés en Palestine actuelle, avant d'être finalement expulsés de leur terre par les vilains juifs. Voilà, je vous la fais courte, je résume, mais voilà un peu le type de théories fumeuses qui vont mener certaines civilisations. Alors, bon, ils n'ont pas attendu le développement de ce mythe, mais ça s'est appuyé là-dessus, pour dire, voilà, nous sommes les héritiers des Atlantes, de ce fait, nous sommes nés pour diriger le monde. Donc, il faut faire attention quand on cherche absolument à reconnaître l'Atlantide. Alors heureusement, en 2005, il y a eu un immense colloque sur l'île de Milos, donc c'est en Grèce,
Et donc il y a plusieurs historiens qui se sont intéressés au sujet et qui ont voulu pour certains dire non, l'Atlantide n'est que fiction, c'est un mythe inventé par Platon, et d'autres ont dit non, ça correspond à des réalités historiques, voire à une réalité historique. Mais finalement, comme on avait plusieurs chercheurs qui proposaient différentes réalités, ils ont compilé ce qu'on trouve dans les récits de Platon pour dire, ben voilà ce qu'il faut pour identifier un jour, d'un point de vue archéologique, l'Atlantide. Alors, mesdames et messieurs, vous qui cherchez peut-être l'Atlantide, voici les 24 critères qui ont été mis en place par des chercheurs internationaux pour identifier correctement l'Atlantide. Alors, 24 critères. Le premier. D'abord, la métropole Atlante ne devrait être localisée que là où existait une île, et où des parties de cette île peuvent encore exister. Il faut trouver des vestiges archéologiques de ça. 2. La métropole Atlante devrait avoir une géomorphologie spécifique composée d'anneaux concentriques alternés de terre et d'eau. Bonne chance. À Crotiry, ça peut correspondre, puisqu'il y a une petite île au centre, un cercle d'eau, puis une île circulaire avec quelques passages. Mais c'est comme ça qu'elle est décrite par Platon, donc il faut ça. L'Atlantide doit être située au-delà des colonnes d'Hercule. Ah mince, pour Akrotiri, c'est pas top. La métropole Atlante était plus grande que la Libye, l'Anatolie, le Moyen-Orient et le Sinaï réunis. Oui les gars, c'est grand. Ensuite, l'Atlantide doit avoir abrité une population instruite avec des qualifications en métallurgie et en navigation. 6. La métropole Atlante devrait avoir été assez facilement accessible d'Athènes par la mer. Bah oui, puisqu'ils se sont fait la guerre. Ensuite, 7. À l'époque de l'Atlantide devait avoir été en guerre avec Athènes, donc il faut trouver des sources de cette guerre. 8. La métropole d'Athènes doit avoir subi à l'époque une destruction physique dévastatrice sans précédent, puisque le raz-de-marée a touché aussi Athènes et la flotte, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais l'armée d'Athènes a été tuée elle aussi par le raz-de-marée. Donc Athènes a été atteinte par ce raz-de-marée. Donc si on trouve un endroit, il faut que les destructions de cet ensemble correspondent à des destructions surlatiques, à la même période, géologique en tout cas. 9. La métropole Atlante devrait être entièrement ou en partie sous les eaux. 10. La métropole Atlante a été détruite 9000 années égyptiennes avant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça. 11. Le port de la métropole Atlante était à 50 stades, donc 7,5 km de la ville, c'est précis. L'Atlantide a une densité de population assez élevée, assez pour entretenir une grande armée, qui est composée de 10 000 chars, 1200 bateaux et 1 200 000 hoplites. Ouais les gars. Donc voilà. La religion atlante comporte des sacrifices de taureaux. Donc si vous n'avez pas de taureaux sur le territoire, c'est pas possible. Voilà. Donc quid de l'Amérique. La destruction de l'Atlantide a été accompagnée d'un tremblement de terre, évidemment. Après la destruction de l'Atlantide, le passage des bateaux a été rendu impossible. 16. Il y avait des éléphants. 17. Aucun processus physiquement ou géologiquement impossible n'est en cause dans la destruction de l'Atlantide. Donc il faut que ce soit quelque chose vraiment de grandiloquent. 18. Des sources chaudes et froides avec dépôts de minerais sont présents. 19. La métropole était située sur une plaine côtière de 2000 x 3000 stades, entourée par des montagnes tombant dans la mer. 20. L'Atlantide commandait d'autres États pendant la période, donc elle était en lien avec d'autres civilisations. 21. Les vents en Atlantique venaient uniquement de l'hémisphère nord, puisqu'ils disent que ce sont des vents hyperboréens. L'Atlantide commandait d'autres États pendant la période, ça j'ai dit, les vents. Les roches en Atlantide étaient de diverses couleurs, noires, blanches et rouges. Il y avait des canaux d'irrigation, 23, et 24, chaque 5e et 6e année, les Atlantes sacrifiaient des taureaux. Donc si vous n'avez pas tout ça, selon les scientifiques, vous ne pouvez pas dire que c'est l'Atlantide. Bonne chance à celles et ceux qui, après cette vidéo, vont se lancer dans la recherche de l'Atlantide. Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le sujet. C'est un mythe qui a été constitué par Platon pour donner une leçon morale, et ça c'est évident, à ses concitoyens athéniens, et finalement une leçon universelle à l'homme et à toutes les cités ou royaumes qui deviennent assez puissants et qui perdent tout en risquant leur fortune dans des projets qui relèvent de l'orgueil et de l'hubris. Il prend l'exemple finalement des Atlantes, mais ça correspond exactement à l'exemple des Athéniens qui partent en Sicile. Et c'est ça qui donne une portée universelle à ce mythe, qui d'ailleurs est très peu commenté par les Grecs eux-mêmes. Les Grecs ne vont pas reparler très peu de l'Atlantide, et finalement c'est à la Renaissance qu'on va se passionner pour ça. Donc évidemment c'est un mythe qui a une portée donc universelle, et encore c'est actuel, j'y reviendrai, et ce mythe, pour qu'il soit probable, pour qu'il soit admis par ses concitoyens,
il faut qu'il ait un aspect vrai. Il faut mettre de la véracité. On est à une époque, la fin du 5e et le début du 4e, où les Grecs commencent à rechercher, à prouver, à faire œuvre de science, et ils sont en quête de vérité. Et quiconque s'appuie sur des mythes à l'époque, donc sur quelque chose de religieux, eh bien, on va le taxer de baser son raisonnement sur quelque chose de fumeux. Donc pour que ça soit accepté par ses concitoyens, Platon a dû affirmer que c'était vrai. Et pour que ça semble vrai, il a appuyé son mythe sur des récits oraux, sur des connaissances géographiques, et enfin sur des événements historiques dont les Athéniens avaient connaissance. Donc le mythe oral de la destruction de Acrotiri, ça existe. La domination d'Athènes par les Minoens, ça existe. D'ailleurs, peut-être que les Athéniens sont carrément dit, en fait, les Atlantes, c'est les Minoens. Et enfin, eh bien, des éléments géographiques qui, pour les Grecs, étaient connus, les colonnes d'Héraclès, les monts Atlas, mais qui aussi connaissaient une part d'inconnu. Car ils avaient cette chance-là, à l'époque, les Grecs, pour inventer un mythe, il suffisait de le situer dans une terre qui n'était pas connue. Aujourd'hui, quand on veut inventer un mythe, on fait pareil, mais on le fait dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est l'espace. Donc on va situer notre mythe dans un lieu géographique où personne ne va venir contester votre histoire, parce que tout simplement, personne n'a de preuves pour dire ça existe ou ça n'existe pas. Et d'ailleurs, et c'est là-dessus que moi je vais finir, avons-nous vraiment des preuves comme quoi l'Atlantide n'existe pas? Nous ne l'avons pas trouvé. Mais est-ce qu'on a exploré tous les fonds sous-marins? Est-ce qu'on les connaît par cœur? Je crois qu'on connaît moins bien nos fosses sous-marines que notre propre système solaire. Donc, finalement, l'Atlantide a peut-être existé, et elle a peut-être été détruite, en effet, par la puissance de Zeus, par la puissance du cosmos. Finalement, ce mythe, il faudrait le prendre au pied et à la lettre. Il faut comprendre qu'il ne faut pas sombrer dans l'hybris, et que des civilisations ont été détruites. C'est possible. Et même si nous, on ne peut pas le percevoir aujourd'hui, malgré toute notre science et notre connaissance, on n'arrive pas à le prouver, eh bien, c'est possible. Et c'est une leçon d'humilité à n'importe quelle civilisation qui s'élève toujours plus haut, n'importe quel peuple qui cherche toujours à accumuler plus de richesses et plus de denrées, au mépris des lois du cosmos et au risque de se voir détruit à jamais. Car finalement, pour les Grecs, 9000 ans, bon, ça devait sembler le bout du monde. Mais que restera-t-il de notre civilisation dans 90 000 ans, dans 900 000 ans? Je vous laisse y réfléchir. Et en attendant, eh bien, restez chez vous et portez-vous bien.